comment faire en sorte que les frères et sœurs, dans les relations à l'intérieur de la famille, puissent avoir une relation qui soit une relation bienveillante, affectueuse, voilà. Pas les bagarres incessantes, ni la jalousie, ni les tensions. Pour ça, ce que je vous propose comme itinéraire, c'est de partir du texte biblique, d'aller regarder comment fonctionnent les fratries dans un certain nombre d'exemples de la Bible pour tirer des enseignements et voir comment on peut transposer. Quelles sont les erreurs qui sont commises, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et à partir de là, comment essayer d'instaurer, de transférer dans la vie quotidienne ce qu'on peut apprendre de ces textes-là. La première fratrie, évidemment, c'est celle qui commence Caïn et Èvel. Ça a l'air une histoire simple, les choses sont assez posées, on connaît bien les individus, mais d'emblée, il y a quelque chose qui est dit dans le texte presque en creux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Va Adam yada et Rava, donc Adam a connu Rava, Ishto, sa femme, va ta'ar veteled et Caïn. Elle a été enceinte, elle a donné naissance à Caïn, va tomer kaniti ish et Hashem. Et elle a expliqué le choix de Caïn, du nom de Caïn, en disant j'ai acquis un homme avec Dieu. Va tosef la ledet et achiv et Avel. Et elle a continué à enfanter et elle a donné naissance à son frère, Èvel. D'emblée, on voit quelque chose de particulier. Èvel, non seulement est le premier à être dénommé comme frère, mais en réalité, dans l'expression, il n'existe que comme frère. Vatosef la ledette, c'est pas que Adam et Chava ont eu un deuxième enfant, mais c'est le deuxième, le rajout, celui qui est ajouté, donc en fait le jumeau de Caïn. Èvel est le jumeau de Caïn, et elle n'explique pas le nom de Èvel. Alors que pour Caïn, elle va dire « Ah voilà, j'ai acquis un enfant », c'est important, c'est comme si l'autre il était secondaire. Et son nom, Èvel, c'est vraiment l'absence de contenu, l'évanescence, la fragilité, le souffle. Donc on voit bien d'emblée qu'il va y avoir une situation qui va être problématique au niveau des frères. Pourquoi ? Visiblement, le premier est désiré, le deuxième ne l'est pas. Elle n'avait pas conscience qu'elle attendait des jumeaux. C'est pas comme Rivka qui apprend qu'elle attend des jumeaux. Là, elle découvre qu'il y en a un, et ça aurait dû suffire. Elle est contente, elle lui donne un nom significatif, et puis d'un seul coup, il y en a un deuxième qui s'ajoute. Et donc, tout le premier enseignement qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment faire en sorte que lorsqu'il y a un deuxième enfant, qui n'est pas forcément un jumeau, bien sûr, mais comment, lorsqu'il y a un deuxième enfant, il ne vient pas juste s'ajouter au premier pour enlever quelque chose à l'autre, mais que d'emblée, il a une importance spécifique. Et c'est fondamental pour les parents de bien positionner les choses dès la naissance de l'enfant, même avant sa naissance. Parce que le premier, c'est la découverte. Tout va bien, on est content, on est heureux, on fait la fête, on a un premier enfant, et il est le centre du monde. Il est l'objet de toutes nos préoccupations. Le risque, c'est ce qui arrive à Èvel, c'est que le second il soit négligé. Il y a un deuxième risque, c'est que le second vienne remplacer le premier, que ce soit le premier qui soit négligé. Mais dans les deux cas, si on est dans cette posture de chercher à positionner l'un par rapport à l'autre, alors les deux sont perdants. Donc il faut arriver à comprendre que le deuxième n'est pas un ajout du premier secondaire, en quelque sorte, mais que le deuxième enfant doit être considéré comme étant lui-même unique, comme étant un enfant aussi important que le premier, parce qu'il est spécifique,
parce qu'il a une manière d'être qui va être différente. Les enfants, même s'ils peuvent se ressembler physiquement, ils sont différents dans leur personnalité. Donc chaque être est une personnalité à part entière qu'il va falloir valoriser de manière pleine et entière, sinon c'est l'attitude des parents qui va générer une souffrance de l'enfant. Que le premier ait le sentiment qu'on lui enlève quelque chose parce qu'on a rajouté quelque chose, c'est normal. Il n'a pas la notion du partage. Et même avant, à un âge avancé, il n'a pas la notion de partage. On y reviendra. Donc c'est normal que le premier vive mal s'il n'est pas préparé. C'est-à-dire s'il n'est pas travaillé par les parents avant la naissance, dès l'annonce qu'il va y avoir un deuxième enfant, s'il n'est pas préparé pour en faire, lui, un associé et un membre à part entière de la famille, si on ne lui explique pas que ce n'est pas parce qu'on va s'occuper de ce bébé qu'on va moins s'occuper de lui. Et si on ne le fait pas, parce que si on l'explique en disant « non, non, t'inquiète pas, quand il va arriver, on va s'occuper de toi aussi, et que quand il arrive, on ne s'en occupe pas », ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a un sentiment naturel, surtout chez des jeunes enfants, qui est de rechercher l'attention des parents, rechercher l'affection des parents, parce que c'est ça qui les fait exister. Ils n'existent dans les premiers temps que dans le regard des parents, et ce n'est qu'à l'adolescence qu'ils vont commencer à exister dans le regard des camarades. Mais avant, pendant toute l'enfance, on existe par rapport au regard des adultes. Parents, nourrices, enseignantes, on travaille pour eux, on réussit pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir un relationnel affectif rassurant. Et on sait, inconsciemment, l'enfant sait inconsciemment, que s'il apporte à l'adulte ce qu'il veut, alors l'adulte va lui renvoyer quelque chose de positif. Donc que l'enfant est là, Chava, elle est tout à son premier enfant, c'est génial. Premier humain qui naît dans son histoire et dans notre histoire. Et en plus elle dit, je l'ai acquis. Ça n'a pas été facile. Elle ne dit pas que je l'ai acquis avec Adam. Elle a conscience du caractère miraculeux de cette naissance, parce que la naissance n'est pas complètement naturelle. Donc elle dit, j'ai acquis cet enfant avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Elle a besoin de rien d'autre. Donc elle n'est pas dans une démarche de partage de l'amour. Elle est dans une démarche où elle donne tout son amour à l'un et donc il n'en reste pas pour l'autre. Alors que justement la spécificité de l'amour, c'est qu'il peut se partager. C'est que lorsqu'il y a un deuxième enfant, il y a encore plus d'amour qui s'exprime. La source de l'amour est inépuisable pour les parents. Mais il faut qu'ils aient conscience que chacun doit avoir sa dose. De la même façon que lorsqu'on les sert à table, il faut leur donner des quantités qui leur correspondent. S'il y en a un qui a besoin de manger plus, il faut lui donner plus. S'il y en a un qui mange moins, on lui donne un peu moins. Chacun doit avoir sa dose. Mais au niveau de l'amour, c'est la même chose. Chacun doit avoir sa dose. Sinon, on crée un déficit relationnel qui peut être grave parce que l'enfant va rechercher ailleurs sa source d'attachement. Alors on le voit avec Caïn et Èvel. Caïn, il est dans la possession, donc il possède l'amour de ses parents, il possède particulièrement l'amour de sa mère, parce qu'on ne parle pas trop de la relation entre Adam Arishon et avec Caïn, donc on a l'impression qu'il est un peu absent dans le couple parental, mais on comprend bien que là, il va être dans la possession, tout son modèle de vie va être dans la possession. Quand il donne, c'est pour recevoir. Le premier sacrifice qu'il fait, il donne un peu de légumes, de fruits de la terre, pour obtenir plus d'Akadosh Baruch Hu. Il est dans la possession. Il donne à sa mère pour recevoir. Et c'est un mode où il ne peut pas y avoir de partage. De la même façon que les raisons de dispute entre Caïn et Èvel, ça va être encore une question de possession. Il ne peut pas partager avec son frère. Parce que son frère est l'élément gênant.
Il est celui qui a été ajouté, mais dont on n'avait pas besoin, que personne n'a souhaité, que personne n'a réclamé. Donc on est là dans un relationnel où l'un va développer la possession et l'autre, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer le relationnel. Mais avec qui? Il devient berger. Donc les seuls êtres vivants à l'époque qui peuvent lui rendre quelque chose, c'est les moutons. Il apporte son sacrifice à Akadosh Baruch Hu, alors ça va dans le bon sens. Il recherche le lien avec Akadosh Baruch Hu. Il ne recherche pas l'échange, il ne recherche pas le troc. Il ne donne pas pour recevoir. Il donne pour être en lien. Mais ça montre aussi qu'il est dans une grande fragilité. Parce qu'on ne donne pas de la même façon lorsqu'on est soi-même dans une relation affective humaine positive et lorsqu'on est dans une attitude affective humaine défaillante. Or là, il est dans une posture défaillante. Parce que sa mère ne l'aime pas, elle n'explique même pas son nom. Il est là, il n'existe que parce qu'il est le frère. Il n'est pas le fils de sa mère, il est le frère de son frère. Donc on voit bien que dans le texte, on est en train de nous suggérer que là, il y a une erreur dans le modèle parental qui va créer une dissension entre les frères. Et qui, du coup, lorsque le premier, le capricieux, qui veut posséder, n'est pas satisfait, alors il est jaloux, il nous fait une crise de jalousie et il veut éliminer son frère. Il faut faire attention à ce que nous, parents, on peut induire. Heureusement, dans la vie courante, même s'il peut y avoir de la jalousie, c'est rare que l'un veuille éliminer l'autre. Il peut le dire. Et c'est pas grave s'il le dit, c'est pas un drame qu'ils le disent. Après, il faut veiller à la situation pour que ça ne se produise pas, mais c'est pas un drame. Il exprime sa difficulté relationnelle parce qu'il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, parce qu'il y a un petit frère ou il y a une petite sœur qui sont venus lui prendre une partie de ses parents. C'est à nous, parents, de travailler sur la relation qu'on entretient avec les enfants pour gérer l'aîné comme il doit être géré, c'est-à-dire avec un peu plus de responsabilisation, parce que c'est le plus grand et qui va vite être mis du côté des parents, mais sans en même temps lui enlever sa jeunesse. Il ne s'agit pas d'en faire un petit homme avant qu'il soit adulte, mais de arriver à séparer le type de relation qu'on va avoir avec chacun. Et pour les parents, d'une certaine façon, il faut considérer tous ces enfants comme des enfants uniques. Ça veut dire que tous nos enfants ont des besoins spécifiques. Ils n'ont pas besoin du même relationnel affectif. Ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes activités. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même chose si ça ne leur correspond pas. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des différences. Mais ça veut dire que dans la relation qu'on va entretenir avec eux, il faut qu'à un moment donné, le père ou la mère, selon les situations et selon les cas, puisse avoir une activité exclusive avec l'un ou l'autre. Il y a des choses qu'on fait avec tel enfant, des choses qu'on fait avec tel autre enfant. Et en lui faisant bien comprendre qu'à ce moment-là, il est le centre de nos préoccupations. Sinon, il y a une rupture, on crée du manque, on crée de la frustration parce qu'on a soit reproduit le modèle de l'aîné, mais le deuxième ne ressemble pas à l'aîné. Et puis le deuxième, il a besoin de faire sa place. Il n'est pas qu'une copie du premier, il est un être à part entière. Donc là, on voit bien qu'il y a la nécessité pour arriver à dépasser le conflit normal, naturel, entre deux enfants qui ont le sentiment de se partager les parents, d'avoir une attitude qui va montrer qu'on ne partage pas, mais on va multiplier l'affection. Il y a des choses qu'on va faire tous ensemble parce qu'il faut faire équipe, il faut faire famille, et puis il y a des choses qu'on va faire séparément parce que chacun a besoin d'avoir une attention particulière. Tout ça pour éviter de créer un sentiment de privation. Parce qu'on ne sait jamais quelles vont être les conséquences du sentiment de privation. Et ça peut être grave. Certains vont passer des années chez le psychanalyste pour gérer simplement le manque d'amour du père ou de la mère. Parce que c'est quelque chose qui crée un vrai traumatisme, une vraie problématique.
Mon épouse me racontait tout à l'heure, elle a rencontré des amis à une dame de, je sais pas, 70 ans. Disait, mais c'est pas possible qu'un père n'embrasse jamais sa fille. Elle a 70 ans, son père est décédé depuis longtemps. Il l'a jamais embrassée, parce que c'était un modèle d'avant du Maroc un peu ancien, où les pères s'occupaient pas des enfants. Mais à 70 ans, elle ressent ce manque, que son père ne l'a jamais embrassée. Ça a l'air de rien. Il l'a pas fait méchamment. Simplement, à l'époque, les enfants étaient gérés par les mères. Les pères les voyaient comme ça, mais s'en occupaient vraiment, pas vraiment. Et ils n'étaient pas dans une relation affective. Parce que, quelque part, pour eux, ça aurait été prendre le rôle de la mère d'être dans une relation affective. Eux, c'était voilà, les hommes, au-dessus de l'affectivité, au-dessus de l'expression des sentiments. On n'exprime pas ses sentiments. Mais du coup, la fille, plus de 70 ans, elle ressent encore ce manque de son enfance, de sa petite enfance. Parce qu'il y a eu une privation de quelque chose. Elle n'a pas été considérée, elle n'a pas eu le sentiment d'être aimée par son père, alors que c'est probablement faux. Mais simplement, ce n'était pas un amour qui devait s'exprimer. Et il ne s'est pas exprimé. Il ne l'a jamais embrassée. Ça nous semble ubuesque, mais c'est pas si vieux. Ça existe toujours, il y a des gens, ils sont pas... Absolument. Ils font pas de bisous. Oui, Leurs enfants. mais en même temps, il faut essayer d'être à l'écoute du besoin de l'enfant. Parce que c'est pas quel est notre besoin à nous. Est-ce que nous, on a envie d'embrasser nos enfants ou pas? Mais il faut être à l'écoute de leurs besoins. Si l'enfant ne veut pas être embrassé, il ne faut pas l'embrasser. Il faut respecter son envie et son besoin et sa personnalité. Mais s'il a envie, il ne faut pas le repousser. Il faut être à l'écoute, se faire un peu violent si on n'a pas, c'est pas naturel chez nous, parce faut comprendre que ça provoque un traumatisme qui peut empoisonner la vie, toute la vie. Et ce lien affectif qui ne s'est pas créé à un moment donné de manière positive, crée de la rancœur, crée des mauvais souvenirs, crée de l'agressivité, crée de la dépression, crée plein de choses qui peuvent être graves dans la vie de l'adulte, parce qu'à un moment donné, les parents n'ont pas prêté attention, ou ont fait des différences, ou n'ont pas considéré ce deuxième enfant, ou l'inverse, ils ont abandonné, entre guillemets, ils ont abandonné un peu le premier parce qu'ils sont occupés du bébé. C'est pas parce qu'on a un bébé qu'il faut lui donner le biberon, qu'il faut lui changer, qu'il faut le bercer, qu'il ne faut pas s'occuper de l'enfant qui est un peu plus grand, et qui a 3 ans, 4 ans, et qui marche, et qui a envie d'autre chose, dont il faut s'occuper aussi. L'un ne doit pas chasser l'autre. C'est ce qui s'est passé au début de cette histoire. Alors, ce n'est pas la seule lecture qu'on peut avoir de ce texte-là, parce que c'est aussi deux modalités qu'on a en nous. Caïn et Èvel, c'est aussi notre intériorité. Notre envie de posséder, et puis de l'autre côté, notre besoin de relations humaines. Et c'est des choses qu'il faut réguler à l'intérieur de soi-même. Alors là, ça nous est présenté sous forme de deux personnages, mais desquels il faut apprendre de manière à essayer de renforcer l'image que les enfants peuvent avoir de eux-mêmes en leur montrant que pour nous, ils sont importants, quel que soit leur numéro. Que ce soit le 2e, que ce soit le 10e. C'est peut-être plus difficile quand on a des familles très nombreuses, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à donner de l'amour à tout le monde, mais les pères de famille ou les parents de famille nombreuses, en général, s'en sortent très bien et donnent à chacun l'affection qu'il faut. Mais parce que ça se multiplie. Il peut arriver, évidemment, qu'il y en a un qui soit un peu en dehors du lot parce que son besoin est différent. Mais là aussi, les enfants ne sont pas identiques. Donc il faut donner à chacun selon son besoin. C'est pas simple, il y a toute la vie pour le faire. Et ça nous amène à une problématique d'emblée qui est une problématique de possession. On le voit très clairement dans la halakha. Avant 13 ans, un enfant n'est pas capable de donner. On le voit avec la problématique du loulav. Le loulav, le premier jour, on doit le posséder en propre. Ça ne peut pas être un loulav prêté.
ça doit être un loulave qu'on possède nous-mêmes. Donc on peut se le donner l'un à l'autre à condition d'être rendu, etc. Almanat le'arzir. Il y a des règles, mais on ne peut pas le donner à un enfant. Le premier jour, si on donne un enfant, plus personne ne peut le posséder. Parce qu'on considère que lui n'est pas en mesure de le donner. C'est-à-dire qu'il peut nous le prêter, il va nous le rendre, mais il a gardé le sentiment de la possession. Donc il ne nous le donne pas sans arrière-pensée de nous le donner. Parce qu'il est dans une posture de l'enfant mineur qui possède. Et s'il ne possède pas, alors c'est pas bien. On le voit avec les enfants qui se disputent pour un même jouet. C'est celui qui le tient qui le possède. Peu importe à qui il appartient. C'est celui qui tient l'objet qui en est possesseur. Et il ne donnera pour rien au monde. Pourquoi ? Parce que c'est rassurant de posséder. Donner, c'est se fragiliser. C'est avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Nous, on sait que lorsqu'on donne, on n'a pas forcément perdu. Et puis on a gagné dans la relation. Pour l'enfant, donner, c'est perdre, c'est un drame. Donc il va falloir gérer ces sentiments de possession, essayer de le contourner, détourner l'attention de l'enfant, parce qu'en même temps ça le rassure, mais ça peut être très, très éphémère. Si on attire son attention par un autre jouet qui va être plus sympathique que le premier, il va pouvoir abandonner l'autre, et peut-être il va le laisser traîner dans 5 minutes. Mais au moment où il le possède, il le possède. Ça ne sert à rien de lui arracher de force. On va créer là aussi un traumatisme inutile. Parce qu'il a l'impression que c'est quasiment sa vie qu'on lui enlève. Parce que la vie, elle est accrochée à la possession de cet objet, quel que soit l'objet. Donc il va nous falloir bien comprendre ce mécanisme entre enfants, qui n'est pas là de la jalousie. C'est pas le problème de jalousie. Je t'ai pris, je t'ai pas pris. Ils se volent pas, les enfants. Tout ce qu'un enfant voit, il le possède, c'est à lui. C'est comme quand on fait une trouvaille. On l'a trouvé, ça nous appartient. Mais là, c'est pour toutes les choses qui sont là et qui ne sont pas forcément sans propriétaire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir trouver systématiquement, sans affronter l'enfant de front, ni de face, parce que ça ne sert à rien. On va le faire pleurer, on va faire une crise. Inutile. Il va falloir, nous, obtenir un transfert de son sentiment de possession sur autre chose, qui va être plus attirant, plus attractif, plus sympathique pour lui, qui va lui permettre d'avoir envie de posséder simplement autre chose, à un moment donné, ou de faire autre chose, et d'oublier. Parce que lorsqu'il va voir l'objet dans les mains de l'autre, il ne sera pas forcément jaloux. S'il est lui-même occupé avec quelque chose et a possédé quelque chose, il est dans une situation rassurante. Donc il n'est pas jaloux, comme nous on peut l'être parce que l'autre il a quelque chose qu'on a envie d'avoir. Il est juste dans une relation de réassurance par rapport à une envie et à un objet qu'il possède et qui va le sécuriser. Donc il faut bien comprendre ce mécanisme-là pour ne pas lui prêter une réaction ou un sentiment d'adulte, alors que c'est un enfant et qui ne fonctionne pas comme nous. Il ne sait pas ce que ça veut dire donner. Pour lui, donner, c'est être dans l'insécurité. Mais nous, quand on donne, on n'est pas dans l'insécurité, au contraire. On est heureux de donner, parce qu'on va faire plaisir à l'autre, et que l'autre va nous renvoyer un sourire, va nous renvoyer un sentiment de gratitude. Donc du coup, nous, le fait de donner, ça va être un sentiment valorisant, alors que pour lui, il n'y a pas. La gratitude, ça ne fonctionne pas dans son système aujourd'hui. Donc, oui. Du coup, quel est l'intérêt, ou plutôt comment réussir du coup l'apprentissage du chesed à cet âge-là, finalement, parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas le don, même si ça va faire plaisir à l'autre, même si on leur enseigne qu'il faut donner, c'est bien, etc. Du coup, comment faire comprendre cette notion ? Alors, je pense qu'on ne peut pas la faire comprendre en direct à cet âge-là. On se trompe beaucoup en croyant que dès le plus jeune âge, on peut apprendre le chesed de cette manière-là. Ce qu'on peut apprendre à cet âge-là, c'est l'imitation du comportement des adultes.
Et on peut apprendre le chesed sans savoir que c'est du chesed. Parce qu'on ne sait pas dans une dimension de possession. Mais voir un adulte qui fait du chesed, apprendre à l'enfant le cadeau. Faire un cadeau. Et que lorsqu'il va faire un cadeau, mais sans qu'il ait le sentiment de se priver, parce que c'est l'anniversaire, à ce moment-là, on est dans une démarche de chesed, mais dans une démarche de chesed qui va nous valoriser. On n'est pas dans le chesed de l'adulte. Le chesed de l'adulte ne devrait pas se valoriser par la reconnaissance qu'on doit en avoir. Il devrait se valoriser par le plaisir que l'autre a de recevoir. Non pas qu'il nous soit reconnaissant, parce que là, du coup, on est dans l'intérêt personnel. C'est plus tout à fait du chesed. Mais on ne peut vraiment lui apprendre à donner qu'en lui montrant que lorsque l'adulte donne, il est content. Et du coup, il enregistre un comportement qui pour lui n'a pas le sens de chesed parce que ça ne veut rien dire pour lui, mais qui va avoir le nom de chesed. Et en grandissant, il va garder cette habitude et ce comportement que donner à l'autre, ça rend la personne heureuse. Et à partir du moment où il est capable de donner vraiment, il va passer à une autre dimension du chesed. Là, dans le jeune âge, c'est de l'imitation, c'est tout. Il ne faut pas croire qu'il va comprendre le concept. Il va l'entendre, il va entendre des mots, mais pour lui, ben non. Et plus il est jeune, moins il a envie de donner. Ça ne sert à rien de dire à des jeunes enfants, fais Avat Israël. Ça ne veut rien dire. C'est juste une punition. Parce qu'on m'oblige à donner ce que je n'ai pas envie de donner. Mais non, pas comme ça qu'on apprend le chesed. C'est pas en montrant qu'on est en train de se priver qu'on apprend le chesed. Là, on apprend le sacrifice. Mais le sacrifice, c'est pas un sentiment positif. C'est un sentiment négatif. Donc, on se trompe souvent dans cet apprentissage. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de déplacer et de ne pas mettre des mots qui veulent rien dire pour les enfants. Parce que aime ton prochain, aime ton camarade, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne vais pas l'aimer, il est en train de me prendre ce que j'ai envie de faire. Alors, je vais le faire parce qu'il y a la contrainte de l'adulte, mais je n'ai rien appris. J'ai accepté l'autorité de l'adulte, mais je n'ai pas appris le concept, je n'ai pas appris la valeur, ça ne sert à rien, ce n'est pas comme ça qu'on l'apprend. Par contre, par des histoires, par des modèles qui montrent que celui qui donne, il se sent valorisé. Oui, on va pouvoir l'apprendre, mais pas avec des injonctions sans arrêt, dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a une bagarre dans la cour ou entre deux enfants autour d'un jeu, ça ne marche pas. Oui, parce que c'est ce qui se passe en général à chaque fois. Mais je sais, mais c'est complètement inefficace. Alors, l'adulte est content de lui, parce qu'il a utilisé les mots et les concepts qu'il faudrait, mais en réalité, c'est complètement inefficace. On peut lui apprendre à faire plaisir à l'autre. Oui, c'est ce que je disais dans le cas de l'anniversaire. Dire, voilà, c'est son anniversaire, on va lui faire une fête, on va lui donner des cadeaux. Donc du coup, là, il est acteur. Acteur d'un plaisir chez l'autre. Il n'a pas le sentiment de se priver, parce qu'il n'était pas en possession. Mais c'est aussi pour ça que lorsqu'il y a des jeunes enfants dont ce n'est pas l'anniversaire, il peut être bien de la part des parents, quand on sait que celui dont c'est l'anniversaire va avoir 10 cadeaux, d'en avoir prévu un pour le plus petit, ou même le plus grand, mais qui est quand même très jeune, qui lui aussi va avoir un manque de cadeaux à un moment donné. Il n'aura pas les 10, mais il aura au moins un. Et du coup, ça permet de contrebalancer la difficulté et la tentation de la possession. Parce qu'il va avoir quelque chose, ça veut dire, en d'autres termes, qui va être considéré lui aussi comme étant un enfant aimé parce qu'il reçoit quelque chose. C'est pas que celui dont c'est l'anniversaire qui va recevoir quelque chose, mais tout le monde va recevoir quelque chose. Pas forcément autant, mais tout le monde. Et si c'est lui qui donne le cadeau, du coup, il est du côté de l'adulte. Il va être partenaire de la fête. Du coup, il n'est plus dans cette possession. Mais il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, quand les autres vont déballer leurs cadeaux, si lui, il n'a rien, ça risque de mal tourner, parce qu'il va avoir envie de prendre les cadeaux qui sont en face de lui, parce qu'il a besoin de possession. Donc s'il a quelque chose qui le convient, lui aussi,
Il va se contenter, il va être concentré sur son objet et il ne va pas être attiré par les autres. Ou même s'il est attiré par les autres et qu'il est plus petit, alors il faut arriver à ce qu'on arrive à temporiser. Si on a appris au plus grand que de toute façon, le plus petit, quand il veut quelque chose, on peut lui prêter quelques instants parce qu'après on sait qu'il va passer rapidement à autre chose, parce que plus on est petit, plus on passe facilement d'un jeu à un autre. Alors il sait que dans 10 minutes, dans un quart d'heure, il va pouvoir le récupérer. Donc c'est juste une temporisation. Mais pendant ce temps-là, il faut s'occuper de lui. Sinon, il va être juste dans la frustration. Mais moi je veux, c'est mon cadeau, j'ai envie de l'utiliser tout de suite. Donc voilà, ne plaquons pas nos modèles parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ne sont pas dans cette... Je dirais, il faut comprendre que le cerveau de l'enfant se construit étape par étape. Avant 5 ans, toutes les parties du cerveau ne sont pas complètement terminées, et notamment, ils n'arrivent pas à s'autoréguler. L'autodiscipline avant 5 ans, ça ne peut pas exister physiologiquement. Donc ça ne sert à rien de la demander. Il faut faire en sorte de contourner le problème, soit de l'attirer vers autre chose, soit d'éviter qu'il soit dans une situation dangereuse, parce qu'il ne va pas pouvoir s'autodiscipliner. Il n'a pas les connexions neuronales pour le faire. Alors chez certains, ça peut être avant, chez d'autres, ça peut être un petit peu après, mais dans cette zone de 5 ans. Donc il faut prendre conscience de cette maturation, du sentiment de possession, du sentiment d'autodiscipline de l'enfant, qui se fait dans le temps, de manière à ne pas plaquer notre modèle au sien, alors qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il y a des choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre, il y a des choses qu'il n'est pas en mesure de réguler. Un enfant régule moins facilement ses émotions que nous. Mais c'est normal. Il est enfant, donc il est dépassé par ses émotions. Il va prendre du temps pour apprendre à les réguler. Là, il les subit. C'est normal. C'est comme s'il y avait une décharge électrique dans son cerveau. Si nous, on avait la même décharge au même moment, on n'arriverait pas. Simplement, nous, on a mis des disjoncteurs. Donc ça saute et ça se déconnecte et ça nous permet de dire, bon, c'est bon, je vais me calmer, je prends du recul, je vais pas là me transformer en Hulk. J'ai la possibilité de me réguler et de faire en sorte de garder la maîtrise. Mais il faut bien prendre conscience que, attention à cette projection qu'on a tendance à faire sur nos enfants de modèles adultes. Continuons un autre passage qui est aussi extrêmement riche, avec plein de petits enseignements comme ça en passant. C'est l'histoire de Yosef et ses frères et de la problématique de la préférence parentale, etc. Et là aussi, attention au modèle explicatif qu'on va utiliser pour plaquer sur les situations. Yosef est dans une quête de fraternité. Il n'est pas en train de faire du lachon hara. Les mauvaises paroles qu'il rapporte à son père, elles ont un fondement. Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Il nous dit, voilà, il se plaignait, notamment, des mauvaises paroles des enfants de Léa vis-à-vis des enfants de Bila et Zilpa, des servantes. En disant, nous, on est les nobles de la famille, eux, c'est les enfants des servantes, donc c'est comme si c'était des serviteurs. Le problème de Yosef, valorisé par Yaakov, c'est qu'il incarne une volonté de réunion de la famille. Donc ce type de comportement, c'est un comportement de clivage entre les enfants. C'est faire des différences, des catégories entre les fils des femmes légitimes et les fils des concubines, qui étaient les servantes des femmes légitimes. Donc c'est créer une dissension dans la famille. Donc il va voir son père en racontant ce qui se passe. Mais en attendant quoi ? En attendant du père qu'il rétablisse l'équilibre, c'est-à-dire qu'il valorise plus les enfants de Bila et de Zilpa
de manière à ce que les enfants de Léa se sentent pas comme les rois du monde. Yaakov ne comprend pas ce message. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un autre modèle. Il est dans le modèle parental et grand-parental. Yaakov, son grand-père, Abraham, il a dû choisir entre ses enfants. Il y a Ishmaël, il y a Yitzhak, il y a les enfants de Ketura. Ishmaël, il doit le renvoyer, il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il le renvoie, c'est Sarah qui lui insiste, et Akadosh Baruch Hu qui valide. Et les enfants de Ketura, il a compris à ce moment-là qu'il fallait qu'il les éloigne en leur donnant des cadeaux, probablement les cadeaux que le pharaon égyptien lui avait donnés lorsqu'il était en Égypte, etc. Donc il est dans une posture où il y aura un seul héritier. Alors que Ketura, elle a au moins 10 enfants, si je ne me trompe pas. Donc on est une grosse famille, on a 12 fils. Abraham, il a au moins 12 fils. Mais il faut en choisir un. Un seul, qui sera le vrai disciple, et ça ne peut pas être Eliezer, ça ne peut être que Yitzhak. Yitzhak, il a 2 fils aussi. Yaakov et Esav. Et d'une certaine façon, il faut choisir. Yitzhak pense que celui qu'il faut choisir, c'est Esav. Rivka pense que c'est Yaakov. Finalement, c'est Yaakov qui est choisi. Mais donc, il est dans une posture où on ne peut pas garder comme successeur et digne disciple les 2. Un seul peut être gardé. Yaakov, c'est normal qu'il pense, même s'il a le pressentiment qu'il a les Shvatim, qu'il faut en privilégier un, qui va être le vrai disciple, le disciple de référence. Pas forcément là rejeter les autres, mais celui qui va être le rassembleur de la famille. Quand Yaakov entend les mauvaises paroles de Yosef, c'est normal, mais pour lui, c'est pas à lui, Yaakov, de faire ça. C'est le boulot de Yosef. Qu'est-ce qu'il fait ? Ketonet Passim. Sforno a une lecture intéressante de cette Ketonet Passim. Il nous dit c'est comme un vêtement d'arlequin. C'est-à-dire c'est un vêtement qui est composé de plusieurs pièces de tissu qui sont cousues ensemble. C'est ça le rassembleur. Le rassembleur, le chef, c'est celui qui est capable d'unifier des individus différents dans une même direction. Pour lui, Yosef, c'est le rassembleur. C'est celui qui doit ajouter les frères les uns aux autres pour en faire un ensemble organisé. Alors, la seule difficulté qu'on a là, c'est la temporisation de ce rassemblement. C'est que Yosef croit que c'est déjà le moment du rassemblement, que c'est déjà le moment d'unifier les frères. Donc il va agir vers les uns, vers les autres, en leur disant « réunissez-vous ». Il va avoir des rêves en leur disant « au-delà de la prosternation, mais reconnaissez que c'est moi qui ai raison ». Il ne cherche pas à être le chef, il cherche à être le catalyseur. Mais que ce soit pour les gerbes de blé ou pour les étoiles, comprenez que c'est moi qui est susceptible de vous rassembler. Il n'a pas compris, et Yaakov non plus, que c'est pas maintenant que ça va se faire 20 ans plus tard, en Égypte. Mais le modèle, il est là. La difficulté ici, de la part de Yaakov, c'est qu'il n'y a pas eu d'écoute suffisante de Yosef et de ses frères pour apaiser la relation. Et du coup, chaque rêve va augmenter la jalousie. Mais lorsqu'il l'envoie vers quoi ? Il l'envoie vers... Va voir si tes frères sont en shalom. Tes frères. Tu dois les considérer comme tes frères, même s'ils sont jaloux de toi, pour ramener et constituer le shalom. C'est la mission qu'il lui confie. Mais comme eux se considèrent plus comme des frères, parce qu'ils ont pris
ces signes distinctifs comme étant de la préférence au lieu de dire ça c'est sa mission, votre mission elle est différente. Chacun il doit avoir une mission dans la famille, chacun a son rôle à jouer. Mais il n'a exprimé que le rôle de Yosef. Donc il n'est pas allé au bout de son message. On ne peut pas dire à un enfant, quand on en a 12, comme Yaakov, toi ta mission c'est ça, et les autres. Si tu commences à dire, alors il faut que tu dises la mission de chacun. Parce que chacun doit avoir le sentiment, puisqu'il a de toute façon une mission, mais il doit avoir le sentiment dans une famille qu'il est considéré comme par rapport à sa mission. C'est quoi sa mission? C'est la spécificité de chacun, c'est l'originalité de chacun. Dans une famille, chacun a des caractéristiques particulières qu'il faut mettre en avant. Celui-là, c'est l'artiste, celui-là, c'est le musicien, celui-là, c'est celui qui aime le foot, celui-là, c'est celui qui sait faire la cuisine, celui-là, c'est celui qui sait étudier. Chacun a sa valeur. Dans une équipe de foot, si tout le monde se prend pour le capitaine de l'équipe ou pour le goal, ça ne va pas marcher. Il y a des ailiers, il y a des avants, il y a des arrières. Je vous laisse continuer le détail. Mais chacun a sa mission. Et il faut... Le parent, c'est le patron de l'équipe. C'est l'entraîneur de l'équipe. Donc il doit faire en sorte que ce soit une équipe. Donc que chacun ait bien compris son apport dans la famille. Et il faut le mettre en action. Il ne faut pas juste le dire. On part en vacances. Tiens, toi, tu t'occupes des livres qu'on va emmener, parce que c'est bien qu'on continue à étudier. Toi, tu vas t'occuper des billets, parce que tu sais bien organiser et trouver le bon prix sur Internet. Évidemment, des enfants un peu plus grands. Après, il faut transposer avec des enfants plus petits. Toi, tu sais bien faire la valise, on te confie de faire la valise. Toi, tu sais regarder l'itinéraire pour aller d'un point à un autre en voiture. Tu vas le faire, on te fait confiance, c'est ton rôle. Du coup, chacun a un rôle, chacun a une importance. Alors quand ils sont plus petits, c'est pas grave, on va faire autrement. On va leur donner des petits rôles. Toi, tu vas être responsable des doudous. On ne peut pas perdre ces doudous, il ne faut pas qu'on les oublie. Toi, tu vas aller choisir les coussins parce qu'on va partir de nuit et vous allez dormir un peu dans la voiture, donc vous avez besoin des coussins. Quel coussin tu vas choisir pour toi et pour ta sœur ou ton frère, etc. Chacun doit se sentir à l'intérieur de la famille comme étant quelqu'un d'important, sans qui le système ne peut pas marcher. C'est ce que Yaakov aurait dû faire avec ses enfants. Ce qu'il n'a pas fait. Alors il a donné sa mission au coordinateur, mais il a oublié de nommer les autres. Il va le faire à la fin de sa vie, en donnant une bracha à chacun. Mais c'est tard. Alors bien sûr, on peut penser que chacun doit trouver sa mission. Mais il y a la mission dans la famille et il y a la mission de vie. Ce que Yaakov donne, c'est la mission de vie, la mission des tribus. Il aurait dû donner la mission dans la famille. Parce que ce n'est pas forcément exactement la même. Il y a un temps pour chaque chose. Quand c'est des petits-enfants, chacun va s'occuper de quelque chose. Et du coup, on crée un esprit d'équipe parce qu'on a réussi à avoir un peuple. Que fait Moshe Rabbeinu à la fin, avant d'entrer en Eretz Canaan? Il donne une spécificité à chacun. Au moment de la chalouka du pays, au moment de la répartition du pays, Yoshua fait la même chose. Grâce à l'inspiration d'Akadosh Baruch Hu, vous avez des moutons, vous allez être dans cette zone-là. Vous avez des chèvres, vous allez aller dans la montagne, parce que pour les chèvres, c'est mieux la montagne que la plaine. Vous avez besoin de faire du commerce, vous allez être au bord de la mer. Chacun a la terre qui lui correspond. Mais chacun est indispensable dans l'équilibre global. Donc dans une famille, chacun doit avoir sa place. Personne n'est remplaçable. Chacun doit avoir le sentiment qu'il a un rôle à jouer, qu'il est important dans la famille, que les parents comptent sur eux, parce que du coup, ça enlève la jalousie. Puisque chacun a quelque chose à faire. Pourquoi moi je vais vouloir la mission de l'autre? J'ai la mienne. Mes parents, ils attendent à ce que je la remplisse bien, donc je vais la remplir. Et du coup, on dépasse ce sentiment.
Parce qu'on va créer une tradition familiale. On crée dans la famille un esprit d'équipe, un esprit de groupe, où justement la fratrie va pouvoir se construire parce qu'on comprend que la fratrie, c'est savoir qu'on a besoin de chacun parce que chacun est important. Ce qu'on fait au niveau de la fratrie familiale, il faudra le faire plus tard au niveau de la fratrie, au niveau du peuple. Le peuple ne peut s'unir que lorsque chacun a l'impression de faire partie du groupe et d'être indispensable à la complétude du groupe. Sinon, on ne s'unit pas, sinon c'est chacun pour soi. Sinon, je suis plus important que les autres. Mais quand le pauvre, il a besoin du riche pour donner la tzedaka, lorsque l'agriculteur, il a besoin du pauvre pour donner la PA, et que le pauvre, il a besoin d'un riche pour qu'il puisse recevoir sa subsistance, chacun a sa mission. Issachar et Zvulun, ils vont s'associer. L'un, il va faire du commerce, l'autre, il va étudier. Et le mérite de l'un va être partagé avec le mérite de l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Si l'autre, il ne fait pas du commerce sur la mer, ils ne pourront pas étudier. Et s'il n'étudie pas, alors l'autre, il ne va pas réussir son commerce puisqu'ils sont liés. L'un ne va pas s'enrichir alors que l'autre ne fait pas son boulot. Donc il faut comprendre que ce schéma qu'on voit au niveau du peuple juif, c'est le schéma qu'on instaure dans la famille, parce qu'on l'expérimente dans la famille. Pour être un bon citoyen du peuple juif, il faut avoir une expérience familiale positive qui nous permet de savoir qu'on est utile à quelque chose dans une famille. Et beaucoup d'histoires sont ainsi éliminées, d'enfants qui ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas considérés, parce que ce qu'ils ont choisi, leur choix familial, leur choix professionnel, ils ne plaisaient pas aux parents, alors ils sont les ratés de la famille. Ah, dans ma famille, il n'y a que des médecins. Ah non, celui-là, il a fait littérature, il est raté. Ben non, chacun a fait ce qui lui correspondait. Il n'y a pas de modèle unique. Et on n'est pas sûr que ceux qui ont fait médecine étaient plus heureux que celui qui a fait littérature, qui est devenu prof de français. C'est peut-être lui qui est plus heureux. Parce qu'il a vraiment fait ce qu'il voulait. Est-ce que les autres, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ou ils ont simplement reproduit le modèle parental? Parce qu'il y avait une forme d'injonction que si tu fais pas médecine, t'es bon à rien. Il y a des schémas comme ça dans les familles. Donc il n'a pas choisi, en fait. S'il voulait être bon avec quelque chose et être considéré dans la famille, il fallait faire médecine. Il n'avait pas le choix. L'autre, il a décidé d'avoir le choix parce qu'il voulait vraiment pas faire médecine, parce qu'il a la peur du sang. Donc il a décidé de faire ce qu'il était, mais du coup il est plus épanoui. Si dans le modèle familial, chacun comprend qu'il n'a pas besoin d'être la reproduction d'un des parents pour être ce qu'il est, ni la reproduction d'un frère et sœur. Il y a dans une famille, ils ont tous fait une classe préparatoire, sauf le petit dernier. Il a fait un bac pro. Bah oui, mais peut-être qu'il va mieux gagner sa vie que celui qui a fait une classe préparatoire, hein, entre nous soit dit. C'est pas toujours dans le bon sens que ça marche. Mais après, c'est chacun sa vie. Chacun son modèle. Personne ne peut imposer une mission à quelqu'un. Et une manière d'être, et une manière de se construire son identité dans la vie. Les parents ne peuvent pas vivre leur vie par procuration. Les enfants ne sont pas là pour rattraper les erreurs ou les bêtises ou les ratés des parents. Chacun a son histoire de vie. On est coéquipier dans la construction des valeurs à l'intérieur de la famille, mais après, chacun choisit son itinéraire. C'est pas aux parents de décider, celui-là il va être avocat, celui-là il va être médecin, et puis c'est tout. Il ne faut pas qu'on ait d'autres choix, parce que sinon c'est raté, il faut avoir une plaque. Vous avez le droit, choix entre la plaque, notaire, avocat ou médecin. Pas une plaque de voiture. Hein. Parfois, c'est des injonctions aussi, des filles. Alors, il faut que tu épouses quelqu'un avec une plaque, hein, sinon tu as fait un mauvais mariage. Bon. On espère que ce sont des modèles qui tentent à disparaître, mais ce n'est pas toujours si sûr.
Donc, pour tout ça, le modèle parental est essentiel. Parce que les enfants commencent par de l'imitation. Ils commencent par regarder ce que font les parents. Donc, il faut qu'on soit cohérent aussi dans la famille. On ne peut pas dire à deux enfants, qui sont frères ou sœurs entre elles, peu importe. Comportez-vous bien entre frères et sœurs, vous êtes frères et sœurs, faites partie de la même famille. Quand on est en train de se disputer avec son frère ou sa sœur. Ça ne peut pas fonctionner à deux vitesses. Si on se dispute dans la famille avec ses frères et sœurs en permanence et que ça ne fonctionne pas et qu'on refuse de venir les uns chez les autres ou de se parler, on ne va pas demander à nos enfants d'être frères et sœurs. C'est quoi le modèle de frères et sœurs? C'est celui que l'adulte il a avec sa propre fratrie. Les deux sont liés. Les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent les paroles des parents. Donc si nous, on a instauré dans nos relations familiales une relation solidarité, un minimum d'affection, et qu'on évite les disputes entre frères et sœurs, peut-être qu'ils vont apprendre de ce modèle-là. Parce que c'est quelque chose qu'on va porter en soi. Ce qui va être courant dans notre bouche, ils vont l'entendre. Si dans la famille on dit « Ah non, mais de toute façon, nous, entre frères et sœurs, on peut avoir des différends, mais on ne se dispute pas, on se réconcilie », on a toutes les chances que les frères et sœurs de la génération suivante vont se réconcilier quand ils arriveront à se disputer. La dispute, elle arrive toujours. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la rupture. Mais qu'à un moment donné, on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas le même modèle, parce que chacun s'est marié de son côté et il a un système de valeurs qui a évolué, c'est normal. Les cultures s'entrechoquent parfois. Mais tant qu'on a décidé qu'on ne se disputait pas jusqu'à la rupture, on se réconcilie. Parce que c'est le modèle parental. Et là, le modèle parental est toujours essentiel. Il faut qu'on soit cohérent. N'attendons pas de nos enfants ce qu'on ne va pas faire nous-mêmes. Et on le voit, la solidarité parentale, elle est exemplaire dans la famille. Rappelez-vous, Yosef, c'est le fils de Rachel. Qui mieux que Rachel a été solidaire avec sa sœur Léa au moment du mariage où elle devait épouser Yaakov, et elle a décidé de donner les simanim, le code, à Léa pour qu'elle n'ait pas la honte de sa vie au moment où il y a le mariage avec Yaakov. Ça, c'est de la solidarité familiale. Ça, c'est de la fratrie réussie. Comment on peut imaginer que Yosef, le fils de Rachel, ils veulent séparer la famille? Ils veulent dominer? Mais elle a réussi à s'effacer. Parce que ce qui était plus important, c'était de garder la dignité familiale plutôt que son propre intérêt personnel. Donc là, elle a donné un modèle qui est reproduit par Yosef. Même lorsqu'il va rencontrer ses frères en Égypte, il ne cherche pas à se venger. Il va essayer de vérifier s'ils ont évolué, s'ils ont progressé dans leur vie. Et il voit que vis-à-vis de Binyamin, ils ont progressé. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter qu'il arrive quoi que ce soit à Binyamin. Donc ils sont dans une autre démarche. Donc ils peuvent maintenant faire une union parce qu'ils ont changé de posture. Mais Yosef, il est dans la même démarche que le départ, qui est le symbole de cette tunique. Il s'agit de réunir pour faire un seul vêtement. Peu importe qui porte cette tunique. Peu importe qui est le catalyseur de l'union. L'important, c'est la réussite de l'union. Et c'est ce qui va être fait. Dernier exemple. Une autre fratrie très significative. Moshe, Aaron, Myriam. Aaron est l'aîné. Il aurait dû avoir toutes les prérogatives. Myriam est la deuxième. Moshe Rabbeinu, c'est le petit dernier. Il a manqué de ne pas être là. Mais comment les trois se sont unis pour faire cause commune? Parce que Moshe Rabbeinu, sans Aaron et Myriam, n'aurait pas réussi de la même façon.
Bien sûr, il avait la mission d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il avait plein de handicaps. Celui qui parlait à sa place, c'était Aaron. Celle qui l'a sauvé au moment de sa naissance, c'est Myriam. On voit bien que là, ce qui va les unir, et c'est ça qui est important dans la construction d'un esprit de famille, ce qui va les unir, c'est une mission partagée. Lorsqu'on a l'impression qu'on fait famille, c'est parce qu'on a le sentiment de partager les mêmes valeurs. Pas toujours une mission, parce qu'on n'a pas toujours une mission comme ça familiale particulière, mais qu'on partage des valeurs communes. À ce moment-là, on se réjouit du bonheur de l'un et de l'autre. C'est Moshe Rabbeinu qui a été désigné par Akadosh Baruch Hu, aucun problème. Ce qui compte, c'est la réussite de la famille. C'est Aaron qui va devenir Kohen Gadol, aucun problème. Ce qui compte, c'est la réussite de la famille, c'est-à-dire qu'on reste unis. Ça ne sert à rien que Moshe Rabbeinu, il ait tous les pouvoirs. Il a déjà le pouvoir du prophète. Aaron va avoir le pouvoir du Kohen Gadol. Myriam, c'est la prophétesse, elle fait plein de choses, elle est la source qui accompagne les Bnei Israël, à l'origine de la source qui accompagne les Bnei Israël. Ensemble, ils apportent quelque chose. Chacun, il apporte quelque chose de sa personnalité. Pour que la réussite soit familiale, et au-delà de la réussite familiale, c'est la réussite du peuple juif. Mais si à la tête, on n'avait pas cette union familiale, rien ne peut exister. Dans le peuple juif, c'est la même chose. Ce sont les fratries familiales qui réussissent, qui nous permettent d'expérimenter un relationnel avec les autres qui permet au peuple juif de réussir à être uni. Mais lorsque dans la famille on se dispute, alors on n'arrivera pas au niveau du peuple juif. Il ne faut pas croire que les hommes qui réussissent à être des guides, à être des leaders du peuple juif, ne sont pas soutenus par leur famille. Ce ne sont pas des êtres isolés. Il y a une dimension familiale, apparente ou pas, bien souvent cachée, mais il y a une dimension familiale. Il fait famille avec quelqu'un. Famille élargie, famille réduite. Au pire du pire, c'est simplement le mari et la femme. Mais il a le sentiment lui-même d'avoir été construit dans une famille qui était une famille aimante, qui permet à ce moment-là d'être un catalyseur pour l'ensemble du peuple juif. Donc il faut comprendre qu'il y a là plein de petits éléments dans la construction de la fratrie qui sont essentiels, non seulement pour l'éducation de nos enfants et leur réussite, mais qui sont aussi essentiels pour la réussite du peuple juif dans sa globalité, parce que c'est dans le milieu familial qu'on apprend à gérer le niveau national. Voilà pour aujourd'hui.